Quel souvenir vous gardez de cette Coupe du Monde? Tous les matchs de l'Algérie. Le match de l'Algérie. L'échec de la France. L'échec de la France. Zakaria. En fait, c'est la main de Thierry Henry qui a choqué la plupart des Français. C'est de la triche, quoi. C'est dégueu. En plus, Thierry Henry, c'est un grand joueur. Mais on a été qualifiés. Vous étiez content ou pas du fait qu'on se soit qualifié? Personne d'entre vous n'a été content. Moi, j'ai ma blague, donc on joue avec les règles. À quoi ça vous sert, ce que vous apprenez dans le foot? On joue collectivement, Jouer collectivement? respecter les adversaires. Comment vous les avez perçus, ces joueurs de l'équipe de France, quand ils ont fait la grève? Comment tu t'appelles? J'étais choquée quand Anelka il a traité son entraîneur. Pourquoi? Parce que c'est pas une façon, c'est pas une manière, je veux dire. L'équipe de France, c'est une équipe célèbre. Bah voilà, ouais. Bah faut respecter son entraîneur. Vous aimeriez bien être dans l'équipe de France? Non, pas le Portugal. Algérie. Mais t'es pas en Algérie, ici? Non, mais moi je préfère l'Algérie parce qu'eux ils ont du respect. C'est-à-dire que vous préférez jouer dans une équipe qui respecte les règles plutôt que dans l'équipe de votre pays si elle ne respecte pas les règles? Oui, c'est ça. Est-ce que certains d'entre vous veulent être footballeurs professionnels? Enfin, tout le monde. Quel été? La Coupe du Monde de foot a donné lieu à une déferlante médiatique. La presse, les intellectuels et même les politiques s'en sont donnés à cœur joie. La responsabilité de cette débâcle? Les joueurs, bien sûr. Mais surtout les joueurs issus des quartiers. Les racailles, comme ils disent. Mais au fait, comment en est-on arrivé là? Pour TomTom, j'ai décidé de comprendre en allant directement sur le terrain, dans les quartiers. Là, j'ai rendez-vous avec Chérif Guémour, journaliste. Chérif, Monsieur Chérif Guémour, Monsieur Rouen. de SoFoot, journaliste. Que s'est-il passé cet été dans le monde du foot? Avec l'équipe de France? Tiens, comme par hasard. Comme par hasard. Il y a eu une explosion en vol Ouais. que personne n'avait prévue. Et surtout ce qui se passe, faut jamais se cacher, il y a une compétition interne dans toutes les équipes. À partir du moment où on sort des matchs amicaux, on entre dans la Coupe du Monde. Et là, ça se fige au niveau de l'équipe type. Donc les concurrences, les petites jalousies, les petites rivalités, ça commence à ressortir. Alors, il y a eu ensuite les mots, les attitudes. Deux mots sont apparus qui ont choqué la France dans son ensemble, c'est racaille et caïd. Pourquoi la France s'est mise tout d'un coup à croire et à penser que Parce qu'il y a c'était un foot de racaille, de quartier et de caïd? Parce qu'il y a un malaise général. D'abord, il y a une sorte de mystification sur l'équipe de France 98 où on a dit que c'était une France black bomber. Elle est métissée incontestablement, mais elle a tendance plutôt blanche. C'est un truc qu'on a un peu oublié. C'était métissé, mais pas trop, pour parler très vite. Donc, une mixité acceptable, c'est ça? Et voilà, c'est ça. Mais au fur et à mesure que l'équipe de France va être de plus en plus, comment dirais-je, colorée, au milieu des années 2000, l'équipe de France, elle va perdre justement, comment dirais-je, de ce soutien populaire. Alors j'en veux pour preuve, c'est Jean-Pierre Escalette qui racontait ça. C'est l'ancien président de la Fédération française de foot. Donc Jean-Pierre Escalette disait que la Fédération, ces dernières années, ils avaient reçu pas mal de lettres de Français, de supporters de l'équipe de France, qui disaient que là, il y avait trop de noirs en équipe de France. Avec ce qui se passe en Afrique du Sud, les choses s'accélèrent. Les leaders, c'est qui? C'est des types comme Nicolas Anelka, qui n'a jamais sa langue dans sa poche, qui est un peu, côté bad boy, une fois de plus. C'est Evra, c'est aussi un peu Abidal, et puis c'est Ribéry, ce qu'on appelle l'immigré de l'intérieur. C'est-à-dire que le mec, il est marié à une Marocaine, et converti musulman et tout. Donc, ça dresse, comment dirais-je, un processus de destruction de l'équipe de France, parce qu'elle explose en plein vol et tout. Et les leaders, c'est qui? C'est pas nos petits gars, quoi. Les quartiers sont responsables de ce qui se passe dans le monde du foot. Comment on arrive à faire cette forme de raccourci équipe de France de foot et quartier? C'est pas non plus un truc
généralisé, profond, éternel. C'est dans la population française, il y a aussi une reconnaissance de cette France métissée, de cette France colorée. Le problème, c'est ce qui s'est passé. C'est pas simplement la défaite sportive. C'est ça que les gens ont du mal à accepter. Et moi, je trouve ça légitime. C'est qu'au-delà, comment ça s'appelle, de l'élimination sportive, les joueurs se sont sabordés. Cette équipe elle ne s'est pas rendue sympathique parce qu'elle n'était pas sympathique. Donc, je veux dire, tu peux prendre aussi beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration, Français issus de l'immigration, qui n'ont pas digéré le comportement de l'équipe de France. Tu vois ce que je veux dire? Cette équipe-là, cette équipe de France, ils ne se reconnaissaient pas là-dedans. 98, 2010, où se situent les différences, les divergences La génération 98, c'est une génération qui est plus mature, qui arrive au monde de l'argent beaucoup plus tardivement. C'est-à-dire, en gros, mais pour parler très très vite, je dirais à l'approche de la trentaine, il y a, comment dirais-je, la notion de performance sportive que tu dois accomplir parce que la France n'a rien gagné jusqu'à présent. Et la Coupe du Monde, elle est chez nous. En 98, en France, il y a intérêt à assurer. Ensuite, comment dirais-je, il y a une question de culture qui est un peu plus collective. La génération 98, c'est une génération qui joue encore aux cartes, qui joue encore à la pétanque. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a aussi le sentiment d'appartenance, le sentiment national, par exemple. Oui, mais c'est très important. C'est très important. La génération 98, ils ont pratiquement tous fait le service militaire. C'est juste un détail, mais c'est important quand même. Bon, voilà, tu as tout un état d'esprit qui fait que sur pas mal de valeurs, les gars se retrouvent. Et 2010 alors? Pourquoi on n'a pas tout ça? Pourquoi moi, comme ça, en tant que téléspectateur, je ne ressens pas tout ça? Bon. L'amour du maillot, l'envie de... Parce que déjà, le phénomène d'individualisme s'est accéléré, à savoir que tous les joueurs français, ils ont la cote sur le marché européen. Ce qui fait que déjà, la concurrence, elle est exacerbée. Ce qui s'est passé avec la nouvelle génération, mais ça c'est à l'ensemble du foot, c'est pas que nous, nos joueurs, nos petits bleus de 2010. Il y a eu une raréfaction de l'image parce que, à la fois, c'est la faute des agents qui veulent que les joueurs s'expriment dans les médias quand ils ont quelque chose à vendre. Alors par exemple, tel joueur et tout qui va ouvrir soit un resto ou alors qui va, comment ça s'appelle, une marque de vêtements. On fabrique des sortes de mercenaires, c'est ça? Des mercenaires, à la solde des marques, ouais, à la solde... Ça, ouais, tout à fait. Ouais. Faut savoir... Ceci étant, excuse-moi, ce sont ces joueurs de la génération 2010 qui dernièrement ont fait rêver toute une génération de gamins à travers cette image contrôlée qu'on donnait d'eux, l'ascenseur social qui fonctionne bien, les belles voitures, le luxe, la vie la nuit. On n'est plus dans le football? C'est le drame. C'est le drame. Pas dangereux ça? Si, c'est dangereux parce que ça crée de l'illusion. Parce que les médias, la notion qu'ils t'apportent par rapport à la vie assez classieuse des footballeurs, c'est la facilité. C'est facile, attends, le mec il tape et tout, il a marqué des buts et tout. Le mec il s'entraîne, il en a un peu chié, mais ouais, quand même, 20 ans, Benzema, Real de Madrid, enfin 22 ans plutôt. Ouais, c'est... Putain, mais je suis con, pourquoi je vais faire des études? Combien par mois Benzema, par exemple, un chiffre, je sais pour pas, me faire rêver, moi? Fais-moi rêver. Je sais pas, je dirais 200, 300 000 euros. Par mois? Ouais. Comment tu veux expliquer à ton gamin, ensuite, que c'est très important d'avoir des diplômes, d'aller à l'école? Ça devient de plus en plus dur. Surtout pour les jeunes ici des quartiers, justement, ce qu'on appelle les quartiers difficiles. C'est comment dire, le foot, le rêve du foot ou l'illusion du foot, c'est le raccourci magique. La vérité, elle est là, c'est que le sport ne peut pas tout. Ça peut être un vecteur de réussite, ça peut être un vecteur d'exemplarité, ça peut être un vecteur d'ouverture sur la société. Bah ouais, il y a aussi des petits gars et tout qui ont accédé à la richesse et tout. Un type comme Thuram qui vient de banlieue, il émerge, il a gagné, et puis il fait part de son intelligence, de son vécu, de son expérience, et puis des options de société qui s'offrent pour l'avenir. Je vais aller voir d'autres acteurs du foot, du monde du foot, dans les quartiers, et je voulais clore et conclure sur une petite maxime. Regarde, retourne-toi avec moi. L'expérience est une lanterne qui n'éclaire que le chemin déjà parcouru. Je te laisse méditer là-dessus. Merci, Chérif. Le foot dans les quartiers, c'est aussi l'histoire de rêves brisés. C'est à Villiers-le-Bel, théâtre de violentes émeutes en 2007 en compagnie de Rex, citoyen engagé, médiateur de terrain, fondateur de son propre parti, que je vais à la rencontre d'un jeune du quartier, Mara Kanté, ange déchu du foot. Mon ami Rex, comment vas-tu? Ça sent bon la campagne chez toi. Alors, comment va le président? C'est pas encore. Très bien. Ça va. Pas encore. Bah, c'est ta petite république ici, c'est ton terrain d'expérimentation. On est où là? Tu as Villiers-le-Bel, la Cérisée. Ouais. Donc c'est mon quartier, c'est notre cité. T'as grandi ici? Non, je ne suis pas grandi ici, mais ça fait un certain nombre d'années que j'y habite et que je m'y plais. Voilà.
Tu as suivi la Coupe du Monde. Bien sûr. Je sais que tu n'es pas indifférent à ce sport. Tu t'appuies, toi, sur le monde du foot ou pas? Je vais te dire un truc. Dans les quartiers, le football, c'est un exemple d'intégration réussie. C'est un modèle. Il y a beaucoup de gamins qui en rêvent, qui rentrent dans des clubs en espérant un jour devenir Zidane ou Evra ou même Anelka. Tu parles des Zidane, on les a jamais vus s'exhiber dans des grosses bagnoles ou la génération bling bling. Il n'y a pas eu de fait divers non plus autour d'eux. Ouais, il n'y a pas eu de fait divers, si tu veux, mais c'est peut-être une histoire de génération aussi. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. C'est peut-être une histoire de génération. Ah ouais. C'est-à-dire que tu penses que la génération qui aujourd'hui s'oriente vers une carrière sportive, le foot en l'occurrence, est plus attirée par ce que permet... Qu'est-ce qui est bling bling aujourd'hui? Si tu regardes bien, tu allumes ta télé, tu regardes ce que nous regardons ici, les clips de rap, etc., les films. On voit bien quand 50 Cent est invité sur une chaîne de télévision ici en France, il a tout le respect de tout le monde parce qu'il est bling bling, parce qu'il est multimillionnaire. Finalement, tu dis que c'est la société qui est devenue comme ça. C'est la société. Et le foot n'y échappe pas. La société demande ce modèle-là. Ouais. Et les jeunes, ils se plaisent dans ce modèle. Donc ça devient un exemple pour eux. Ouais. On a un président à qui on a reproché justement d'être trop bling bling. D'être trop bling bling. Donc finalement, peut-être qu'il est en phase avec son époque, justement, peut-être. C'est pas un peu illusoire comme regard porté sur l'avenir? Pas illusoire, mais tu sais, je pense que dans la vie, il faut avoir des rêves. Ouais. Et surtout pour nous qui vivons dans les quartiers sensibles, on a envie de rêver. Et quand l'échec est au bout du tunnel, est au bout du chemin, comment tu as réagi dans un premier temps lorsque ce mot-là, racaille, a été associé aux joueurs de foot plus particulièrement? Aux joueurs de foot de l'équipe de France. Venant de quartier en plus. Tu sais, il y a certaines insultes qui ciblent une partie de la communauté française, une partie de la population. C'est pas anodine. C'est parce que nous sommes dans les quartiers qu'on est des racailles. On a l'impression que quand on vient des quartiers, quand on est noir ou arabe, il faut dire les mots comme ils sont. Lorsque on a un mauvais comportement, on est 2 fois, 3 fois, 4 fois plus sanctionné. D'où l'utilisation du mot racaille qui nous fait beaucoup de mal et qui nous touche, qui nous heurte. Tu me parlais de ce jeune que le quartier a rattrapé, que la délinquance a rattrapé, qui était promis à une carrière, à une grande carrière de footballeur international aussi? International, absolument. Alors il est où, ce jeune? Il est là-bas. Ça, c'est votre terrain de foot, ça? Ouais, c'est notre terrain de foot. Comment va? On fait aller, hein? Ouais. Tout doucement. Avec philosophie? Avec philosophie et sagesse. J'ai cru comprendre que tu étais le ballon d'or de Villiers-le-Bel, du quartier. Non, quand même pas. Il y avait beaucoup d'espoir en tout cas en toi. Ouais, de la part des habitants. Ouais, pas mal d'espoir quand même. Hein. J'ai commencé à voir mes qualités à peu près à l'âge de 19 ans. C'est-à-dire qu'avant, j'ai commencé à y croire. Personne n'y croyait. Sauf moi, mon père, ma mère, ah ouais. mes petits frères et sœurs. Sinon mes copains, tout ça, les gens rigolaient sur moi, bien sûr. Ah ouais, t'espérais être pro, mais bon. Ça va pas aller plus loin que le quartier. Qu'est-ce que tu avais envie de faire quand tu étais gamin? T'avais une passion? Non, j'avais aucune passion. Finalement, le foot... Aucune passion. Moi, le foot, c'est rentré comme ça à la base. Moi, je faisais de la danse quand j'étais petit. C'est ma mère qui m'a incité à taper le ballon. C'est pas que j'aimais pas, hein. J'aimais bien le foot. De toute façon, tous les petits jeunes du quartier, tout le monde aime le ballon. T'avais quel âge? J'avais 12 ans. De là, j'ai fait mon premier entraînement. Le coach, il m'a dit, voilà, t'as des qualités, mon petit, viens, tu vas t'entraîner avec nous, reste pas au quartier. T'avais déjà entendu ce type de phrase? T'as des qualités? Ouais, bien sûr. Ouais. T'entends tout le temps ça. Sauf que ça résonnait pas dans ta tête quand c'était à l'école. Quand t'es petit, t'es fougueux. Ouais. Hein. Pourquoi quand ça vient d'un entraîneur, on l'entend mieux ou on l'entend autrement? Parce que déjà, c'est une autre personne. C'est une autre personne. C'est pas un type du quartier même qui est là, H24, à te raconter les mêmes conneries. J'ai l'impression qu'on porte beaucoup d'importance au regard des autres. On peut dire ce qu'on veut, mais le regard des autres, c'est important. Ouais. On te regarde différemment quand on te prédit une belle carrière de joueur professionnel. C'est clair, c'est clair. Il y a un regard... il est autre que le grand diplomate ou le type qui a tous ses diplômes. Parce que si tu regardes bien, toutes les personnes qui sont surdiplômées, tu vois, il y a, comme on dit ça, le plafond de verre, c'est ça? Ouais, exactement, le plafond de verre.
Donc voilà. Alors que dans le foot, il n'existe pas ce plafond de verre? Il n'existe pas. Tu es noir, tu es blanc, tu es chinois. Tu marques. Tant qu'entre tes jambes, le ballon, tu fais quelque chose avec, c'est clair que ça passe. Hein. Tu pensais que le foot t'offrirait plus de perspectives d'avenir que les études? Parce que je vois une détermination en toi par rapport... Tu sais, moi, je me suis dit, j'ai vite, très tôt dans ma vie, moi, je me suis dit, bon, écoute, l'école, tout ça, c'est bien beau, mais je pense pas que je vais aller loin. Je sais jouer au foot et je vais me mettre à fond dedans. Et je sais qu'à un moment donné, je vais arriver à un stade où moi-même, je vais pas y croire. Et j'y suis arrivé à ce stade-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé à ce stade? Je suis arrivé jusqu'en 18 ans nationaux, le plus haut niveau des jeunes, quoi. Et moi, j'ai pris l'initiative de prendre mon sac et d'aller en Angleterre. J'ai rencontré un agent, je suis rentré en France, du coup, j'ai pas fait d'essai là-bas. Ça t'a motivé ton expérience en Angleterre ou t'es rentré un peu déçu? Non, je suis rentré, j'étais grave motivé, j'étais rechargé à bloc. Tu sais, comme les musulmans quand ils vont à la Mecque, ils reviennent, ils sont purs. Alors là, tu reviens, t'es gonflé, t'es plein d'espoir, sauf que tu remets les pieds dans le foot français. Ouais, je remets les pieds dans le foot français, j'en ai parlé à mon coach. Et de là, le coach, il m'a fait comprendre que, voilà, tu as des grosses capacités, mon petit, bosse, et moi, je ferai le nécessaire, à gauche, à droite. Et comme ça, de là, ton chrono va circuler, t'inquiète pas. Ouais, voilà. Et moi, j'ai fait le nécessaire, j'ai travaillé dur, à l'entraînement, je me suis imposé. Il y a quand même des recruteurs de Nantes, Ajaccio, Bastia, qui sont venus me voir, Rennes. Qu'est-ce qu'ils t'ont proposé? Au final, non. Le fait de pas être sollicité au-delà de ça, pas être retenu au-delà de ça. Frustré. C'est cette frustration qui explique que t'as ton mauvais choix, par exemple, d'être au mauvais endroit au mauvais moment, par exemple? C'est même pas ça. Moi, je me suis toujours dit, de toute façon, c'est simple. J'habite dans une banlieue, tout peut arriver. Je lui disais ça à mon coach. Je lui dis, si je ne signe pas dans un club d'ici là, ça va être compliqué. Tu savais que le quartier, le contexte, c'était un danger du quotidien. Ça, c'est normal. T'as cherché à quitter le quartier? Bah, bien sûr. Pourquoi je suis parti en Bosnie? Pourquoi je suis parti en Angleterre? Pourquoi je suis parti en Allemagne? Alors après, il y a des événements qu'on connaît ici, les émeutes de Villiers-le-Bel. Toi, tu te retrouves au milieu de ce marasme. T'as quand même une valeur ajoutée supplémentaire. C'est que toi, t'as une perspective d'avenir dans le foot. C'est clair. T'es dans le quartier et boum, il y a l'accident. Tu penses pas au football, tu penses à rien, tu penses au petit qui est par terre, au petit qui... parce qu'il y en avait deux. Un à terre et un qui malheureusement avait perdu la vie, paix à l'arabe. Tu penses pas au ballon, mais c'est le cas de tes soucis. Tu vois, moi je sortais de la mosquée, etc. J'étais encore en moment de réflexion dans ma tête. Tu arrives dans le quartier, tu vois, c'est le chaos. C'est le chaos, tout le monde pleure, tout le monde crie, tout le monde est éparpillé. D'autres qui cassent, d'autres qui râlent, d'autres qui pleurent, d'autres qui se recueillent entre eux. Toi, tu te dis pas, faut que je me préserve? Pourquoi tout le monde est dans la rue, toi tu rentres chez toi sous prétexte que tu Parce que tout le monde n'a peut-être pas les mêmes perspectives d'avenir que toi à ce moment-là. Ouais, bien sûr, mais... T'as été incarcéré suite aux émeutes? Bien sûr. Ouais. Combien de temps? Quand même. 29 mois. 29 mois? Ouais. T'as été accusé de quoi? Tentative de meurtre sur force de l'ordre, l'exercice de leur fonction, port et transport d'armes de première et quatrième catégorie. Pendant les émeutes? Pendant les émeutes. Et tout ça, hein, que sur des 8 dires. C'est-à-dire, c'est un flagrant délit, t'as été pris? Rien, il n'y a pas de flagrant délit, c'est rien. C'est des dénonciations, il n'y a que ça, il n'y a pas plus. Rien. Et pendant 29 mois, qu'est-ce que tu fais? Tu réfléchis? Tu te poses les bonnes questions en tout cas. Ça c'est sûr, tu te dis, mais bordel de merde. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait? T'en as discuté avec tes parents? Ouais, quand même, hein, j'en ai discuté. Comment t'as abordé le sujet? Comment du foot, de la vie, de ta carrière? J'ai pas encore parlé de football avec mes parents. Ouais, pourquoi? J'ai pas encore parlé de football avec eux parce que quand même ils avaient pas mal... Ils ont mis beaucoup d'espoir en toi? Ouais, ma mère un jour elle m'a dit, je me rappelle on était à Dakar en 2005, on était à Dakar, on était assis tranquillement comme ça dans la cour. Ma mère elle m'a dit, moi je suis plus pressé que toi que tu réussisses dans le football. Je suis plus pressé que toi. À partir du moment où on m'a dit cette phrase-là, j'ai dit ah ouais. Là, c'est quelque chose de spécial. C'est une déception familiale, un projet familial. C'est la famille, tout le monde est déçu. Oh, regarde, t'aurais pu percer, regarde ce qui t'est arrivé. Mais tu en es très croyant dans la famille. Et ce que les parents me disent, c'est Dieu qui a voulu ça, donc c'est comme ça. Est-ce qu'ils te demandent de justement tirer profit de cette expérience et de la faire partager? Toujours, toujours. Mon père me dit, pour être un homme, il faut en baver dans la vie. Alors Mara, c'est quoi demain? Si je reviens,
Mara, c'est quoi demain? Ça, c'est une question à laquelle je pourrais pas te répondre, honnêtement. Et c'est là où tu me poses une colle. Ah ouais? C'est là où tu me poses une colle. Parce que je te dis que j'avais misé tout sur le foot. Tout, c'était tout sur le football. T'aurais dû rester un petit peu plus longtemps avec le crayon, la feuille sur le bureau dans ta chambre? Avec de la réflexion, je me dis carrément même que j'aurais dû faire quelque chose de sérieux dans les études. Parce que c'est que en ayant de la culture que tu deviens dangereux pour l'être humain sur cette terre. Mmh. C'est tout. Ça va pas plus loin. Matière grise. La matière grise. Il n'y a pas plus important que ça. L'essentiel, c'est ce que tu feras de tout ça à l'avenir, je pense, non? Ça, c'est une putain de bonne question. Au plaisir. Au plaisir. Mara l'a dit. Être le meilleur sur le terrain avec un ballon, soit, mais être bon à l'école, t'étais quand même l'idéal. C'est justement ce que propose Farid, tiens. Être le meilleur à l'école. Oui, mais comment? Bah, pourquoi pas grâce au foot. Farid, Erwan, comment vas-tu? ça va et toi? Tranquille. Ça va bien? Très bien, et toi? Ouais, merci de m'accueillir dans ton avec beau stade. plaisir. Déjà, on est où, là? Là, on est au stade Jean-André, au cœur de la Courneuve. Donc, Ouais. Toi, t'es éducateur, alors? éducateur sportif. Dans le cadre du football? Dans le cadre de Dans un football, club moi de je suis foot. employé par la ville de la Courneuve, mis à D'accord. disposition. T'es pas entraîneur obligatoirement? Non. T'es éducateur? On est éducateur. D'accord. Le football, c'est une passerelle pour essayer de rendre, je dis bien essayer de rendre les jeunes citoyens avec leurs droits et leurs devoirs. Nous, on est à cheval sur beaucoup de principes. Le respect, l'assiduité, le comportement, les résultats scolaires. Ouais. Donc, Mais cette initiative d'associer justement une démarche pédagogique à une démarche purement sportive, comment elle est née? C'est par rapport à un résultat qu'on s'est fait. L'enfant, sur le terrain, n'était pas discipliné, n'était pas à l'écoute, pas concentré. Donc on s'est dit, il doit avoir un petit problème quelque part. Est-ce que c'est familial, au niveau de la scolarité? Donc on s'est dit, on va demander les bulletins scolaires. Puis en général, on dit, comme tu es sur le terrain, tu es pareil dans la vie. Donc si tu es un tricheur, un menteur, un voleur, tout ce qu'on veut, en dehors du terrain, ça se retranscrit. Les règles sont les mêmes. Pour ma part, ce sont les mêmes. On voyait les appréciations des instituts, bavardage, c'est vraiment trouvé. Quand on expliquait les exercices, il bavardait, il avait du mal à se concentrer. On a fait le parallèle à tout ça, on a mélangé, et puis on s'est dit, ok, maintenant on va demander les bulletins scolaires. Si les résultats à l'école ne sont pas satisfaisants, quelles sanctions sont appliquées? On en discute, on ne prend pas une sanction proprement dite, on ne dit pas, voilà, pendant un mois tu ne feras pas de foot. On dit, voilà, aujourd'hui tu travailles mal, on va se laisser 3 semaines. 3 semaines, tu nous fourniras tes contrôles, tes notes, et puis on verra l'évolution. S'il n'y a pas d'évolution, tu vas être obligé d'arrêter le foot parce que la scolarité prime. Donne-moi un exemple, un cas concret, par exemple, où un enfant a des difficultés à l'école. Qu'est-ce que vous faites? On lui fait faire des exercices où on sait déjà qu'il va réussir pour le mettre en confiance. Sur du tir, sur de la conduite de balle, sur la jonglerie. C'est là, la jonglerie, il faut être super concentré, il faut bien mettre son pied. On sait des termes techniques avec le coup du pied, l'équilibre des épaules, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc chaque problème trouve sa solution dans le foot, par essaie de exemple. trouver une solution. Au niveau des résultats scolaires, un enfant qui a 15 de moyenne, qui passe à 16, c'est bien. Un enfant qui avait 6, qui passe à 10, c'est très bien. Ouais, c'est l'effort qui est récompensé. Voilà. Et je dirais, le sport, ce n'est qu'un support. D'accord. Et à partir de là, on peut traiter multiples problèmes. Problèmes de quartier. Problème de quartier, c'est-à-dire, tu as 2 équipes issues de 2 quartiers. Voilà, les 2 quartiers sont en guerre. Ils sont en guerre. Donc nous, on met en place des tournois où on dit, voilà, il y a deux enfants de Balzac, 2 enfants de Verlaine. Ce sont des quartiers de la Courneuve. 2 enfants de la Tour, et ça constitue une équipe. Et donc, ils jouent ensemble. Et puis et là, il y a tous les quartiers de la ville. Vous êtes un partenaire pédagogique aujourd'hui ça, de poids. Pour ma part, c'est ma priorité. Je dis, sur peut-être les 100 enfants qu'il y a aujourd'hui, peut-être qu'il n'y aura aucun professionnel, c'est pas grave, c'est pas le but, mais qu'ils arrivent à trouver leur voie dans la société où ça va être de plus en plus dur. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. All I wanna do is Malheureusement, beaucoup de prétendants, mais peu d'élus dans le monde du foot. Quand on veut devenir pro, un des facteurs clés de la réussite, c'est l'encadrement.
Et c'est là qu'entre en jeu le ténébreux agent de joueur. J'ai rendez-vous avec l'un d'eux. Pourquoi lui? Il est brillant, il est le plus jeune en France. Bienvenue dans le monde du foot et du fric. Là je dois te laisser. J'attends quelqu'un. Oh, merci. Mais ça, comment vas-tu? Et toi? Très bien, t'as bonne mine. Ouais, c'est gentil. Les affaires vont? Ouais, doucement. Ouais. Doucement. Il y a 2 ans et demi, tu es devenu le plus jeune agent de joueur pratiquement qu'il ait jamais eu en France. Ouais, en tout cas. Ouais. Qu'est-ce qui peut te pousser, toi, un jour, à te dire je vais être agent de joueur? Déjà, la passion pour le football, même si ça fait rire beaucoup, vu Excuse-moi. Non, j'entends aussi. Non. Ouais. Quand on pense à agent, c'est vrai. On pense à argent. Tu rajoutes juste un R. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais. J'ai rarement vu dans mon parcours dernièrement, j'ai rarement rencontré d'agents qui m'ont parlé de passion. Ouais, c'est un métier qui est très décrié, qui véhicule une très mauvaise image. Tu le comprends, ça? À juste titre, pour certains cas, évidemment. Donc, escroquerie sur mineurs, faire venir des sans-papiers, les abandonner en France, etc. D'où certaines associations comme Foot Solidaire ou autres. Donc forcément, oui, c'est décrié. Mais en même temps, il me semble que dans tous les milieux où il y a de l'argent, forcément, il y a des jalousies, il y a des mauvais, il y a des méchants, il y a des gentils. Un peu comme dans tout, finalement. C'est une société. Donc là, c'est un microcosme. Les agents, il y en a des bons, il y en a des mauvais. C'est quand même un univers qui a l'air un peu sombre en soi, un peu sulfureux. On parle pas beaucoup. Qui tend à plus de transparence, ne serait-ce déjà que légalement, il y a une loi qui est passée. Et toi, tu tends à plus de transparence dans la pratique de Moi, je tends à la ton métier? transparence totale. Moi. Dans ce cas-là, tu vas te faire des ennemis. Forcément. Comment tu as vécu ce qui s'est passé cet été? T'aurais dit quoi à ton joueur? Je l'aurais clairement engueulé. J'aurais essayé de le raisonner, de lui faire comprendre que maintenant, si les gens qui étaient là n'ont pas eu les mots, si les gens qui étaient en place depuis autant de temps n'ont pas réussi à leur faire prendre conscience avant même cet incident de l'importance de porter le maillot, de tout ce que ça peut susciter dans ton pays et dans le monde, de joie, de rêve, de peine ou de tristesse ou autre, de frustration. Ils n'avaient pas les bons mots, ils ne savaient pas comment leur parler? Je peux pas me mettre à leur place et je peux pas me mettre en juge et dire qu'ils n'avaient pas les bons mots ou autre. Mais en tout cas, clairement, c'est un échec pour le football français et il n'est pas seulement dû aux 23 qui étaient dans le quart, à mon sens en tout cas. On a dit ici et là que les joueurs de l'équipe de France, les Bleus, étaient ingérables. C'est la première fois de mémoire que j'entends ça concernant des joueurs de l'équipe de France. Est-ce que tu as déjà été confronté à ce genre de situation? Un joueur ingérable? Tout un chacun fonctionne différemment, donc tu auras des joueurs qui sont très centrés et professionnels et très matures, parce qu'entourage, parce qu'éducation et autres. Et tu en auras d'autres pour qui ce sera plus compliqué, parce que ça vient vite. Comment tu fais? En dialoguant, en essayant d'être le plus fin psychologue que je puisse être et en leur montrant des exemples, en amenant d'autres personnes peut-être pas forcément, je dirais, plus crédibles, mais dont le message passe mieux à un joueur qui est plus grand, qui a plus d'expérience, que le petit admire, ou quelqu'un d'un autre domaine. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un du cinéma, de la musique ou autre, qui lui prodigue des conseils. Donc je me pose pas en éducateur, mais en conseil. Il y a une forme de paternalisme quand même dans le rapport que tu te dois d'entretenir. C'est une des qualités principales, je pense, pour un agent. C'est-à-dire pas les traiter comme des enfants, dans ce sens-là, mais quand même presque les encadrer, etc., les amener à réfléchir sur certaines choses auxquelles ils n'auraient pas pensé. Donc, parce que ça vient vite aussi pour eux. Ils touchent des sommes d'argent qui sont tout, mais pas normales. On s'entend dans une société. Il y a les médias, ils sont suivis, la visibilité, l'image qu'ils renvoient, etc. Ils sont pas forcément habitués. Il y a la pression familiale qui existe. Ça, c'est une réalité de nos jours. Ah, c'est une réalité, clairement. Clairement, une maman qui peut dire de son fils, il ira au plus offrant. Quelle était la question qu'on lui avait posée? La problématique, c'était comment va s'orienter votre choix? Dans quel club? Dans quel club? Est-ce que c'est sur l'aspect sportif? Est-ce que c'est sur le fait que ce soit à côté de la mer? Est-ce que c'est sur le fait que ce soit pas loin de chez vous? Est-ce qu'un rêve d'enfant, un maillot qu'il a envie de porter? Non, il ira au plus offrant. Comment ça résonne dans le monde du foot Ça résonne forcément mal. Déjà, pour le petit, c'est compliqué. Donc ça, c'était pour reprendre ta question. Tu me demandes si la famille a un impact sur le jeune. Forcément.
T'entends ça de ta maman, donc finalement, tu te... Ah ok, donc moi je vais au plus offrant, donc finalement, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas... C'est ce que je là rapporte. où je rêve de jouer, c'est finalement ce que ça me rapporte. Donc ça devient une situation ingérable. Difficilement contrôlable, disons. On a surtout vu et entendu des, même s'il faut se méfier, il ne faut pas généraliser, des agents qui, eux, plébiscitaient plutôt la réflexion autour de l'argent, de l'orientation sportive, plutôt que de l'école, en disant « mais vous inquiétez pas, dans le club, on est dans la... » Là, tu parles des agents, mais on peut pas aussi parler des entraîneurs sportifs dans bien les sûr, clubs. et des fédés. Parce que c'est de l'hypocrisie complète. Je te dis ça pourquoi ? Parce que je suis allé à la Courneuve ouais. Et j'ai découvert une expérience assez étonnante où finalement le foot était devenu non pas un moyen de réussite, mais une carotte par rapport aux résultats scolaires. Mais à un moment donné, ne soyons pas hypocrites, tu tombes sur un phénomène, il a 15 ans, et les cours, c'est pas son truc, et il est unique en son genre, clairement, vous allez mettre le reste à côté. Ouais. Et peut-être que lui, il fera pas carrière, et c'est lui qui en paiera les pots. Mais le système est fait comme ça. Ouais, t'es pas un agent idéal pour un joueur qui veut construire sa carrière, parce Pourquoi ? que t'es le plus jeune agent de joueur, t'as pas encore le carnet d'adresse. Le milieu doit te regarder un peu du coin de l'œil. Carnet d'adresse, j'ai pas dit que je l'avais pas. Non, mais j'imagine, avec ton jeune âge, le monde du foot doit te regarder d'un drôle d'œil, doit se dire on va d'abord voir ce qu'il fait ce jeune homme. Clairement, j'essaye de modestement, en tout cas, apporter ce en quoi je crois. Et ce nouveau regard. Ce nouveau ou pas, peut-être que d'autres l'avaient et qu'ils n'ont pas eu la possibilité de l'exprimer. En tout cas, mon regard. Et j'essaie de me tenir à ce que je me suis fixé et qu'on a fixé avec les joueurs avec lesquels je travaille. Un regard qui arrive, c'est très raccord avec l'atmosphère du moment qui nécessite un besoin de changement. Changement à tout niveau dans le monde du foot, aussi bien du côté des joueurs, de l'encadrement, de la fédé. Tu iras jusqu'au bout de cette aventure, tu penses ? C'est un passage ? C'est une curiosité ou c'est vraiment ce que tu veux ? Je pense que j'irai jusqu'au bout de l'aventure. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Eh ben, je te le souhaite. Merci. Mais ça. Juan. À bientôt. Thomas, oui. Je t'ai vu dans le cadre de la Coupe du Monde commenter avec beaucoup d'humour et parfois beaucoup de sérieux. J'étais très étonné. Ouais, amoureux du foot. Oui, non, c'est ça. J'aime bien le foot. J'aime bien le foot, mais en même temps, je voulais pas trop me prendre au sérieux quand même. Ouais. Le foot, c'est un sport, c'est le sport le plus populaire au monde, mais si tu sacralises trop, c'est plus intéressant. Tu parles de désacraliser, d'en rire. Cet été, effectivement, il y a eu un lâcher de mots. Ça t'a choqué, toi ? Comment t'as vu le truc ? Moi, ça m'a choqué, oui et non, dans le sens où, effectivement, comme je suis d'un quartier, et le fait que si, par exemple, je jette cette bouteille, les mecs devant leur télé vont dire c'est pas étonnant, c'est une caïra. Tu vois, c'est la facilité, on tombe tout de suite dans cette caricature qui veut tout et rien dire. Ouais. Et en même temps, ces mecs, ces joueurs de foot sont des mecs comme toi et moi qui ont une certaine mentalité qui, effectivement, n'a peut-être pas été, on va dire, assez bien encadrée à ce niveau. Le fait que ce soit comme ça, jeté en pâture, à la vindicte populaire, il n'y a pas un petit côté règlement de compte également ? Ouais, c'était un coup médiatique ou promo, je ne sais pas ce qu'ils ont tenté de faire, l'équipe. Mais c'était quand même un peu n'importe quoi. À la base, c'est un journal qui est censé nous informer des événements sportifs. Et en première page, ils mettent « va te faire enculer, fils de pute ». Et puis, il y a un truc en plus qui est super marrant. Toi, moi et plein de gens qui sont un peu de culture un peu urbaine, on va dire, ça ne se dit pas dans la même phrase. Et si ça en plus ça ne se dit pas dans la... Quand tu lis le titre, tu sais que même si tu as été énervé n'importe comment contre quelqu'un, ça se dit pas. C'est pas du français, on peut dire. C'est pas du français. Donc l'équipe. Ça n'est pas une insulte répertoriée. C'est pas possible. Tu peux pas dire ça. C'est trop. C'est pas crédible. Ouais. Pas crédible. Il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits. Beaucoup de raccourcis et c'est vrai que les gens ne sont pas forcément habitués. Et c'est vrai que les footballeurs, en plus, c'est vraiment les catalyseurs. C'est des mecs qui ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont riches.
Beaucoup viennent de milieux populaires, donc on arrive tout de suite à... pas dire qu'on a envie de les descendre, mais la gâchette part 20 fois plus vite avec eux qu'avec n'importe qui d'autre, quoi. En plus, on a tendance à continuer à le faire, d'ailleurs, à associer systématiquement les joueurs de foot, pas le foot, hein, les joueurs de foot et les quartiers. Il y a un truc très simple, moi, que je dis souvent, parce que j'ai des théories. Non, mais je dis, les joueurs de foot, ils n'ont rien demandé d'autre, sauf à shooter dans une balle. Donc, la vraie question à se poser, c'est aux médias, c'est les médias qui doivent se la poser eux-mêmes, c'est-à-dire, pourquoi encenser des mecs qui courent après une balle? Pourquoi les mettre au four et au moulin et au jour où il y a un dérapage, de commencer à crier au loup? C'est vous, c'est vous à la base, c'est les modèles que vous voulez montrer aux jeunes. Si c'est des mecs qui courent après des ballons et qui sont millionnaires, c'est votre problème. Mais le jour où il y a un drame, il ne faut pas non plus du jour au lendemain les descendre. Parce qu'il y a 20 000 autres modèles de réussite que ces mecs-là. Aujourd'hui, c'est devenu vrai. C'est-à-dire que moi, quand je croise des mômes, c'est pas jouer au foot qu'ils veulent, c'est avoir la vie des sportifs. Ouais, de mais foot. je trouve ça tout pourri. Mais même moi, quand j'étais petit, mon père m'interdisait de jouer au foot. Mais bien sûr, mais bien sûr. Ah ouais. Il y a 20 000 mecs. Et je leur remercie parce que le foot, c'est pas la vie. Ouais. Grâce à ça, j'ai été à l'école. Moi, j'ai un grand frère qui est prof à la Sorbonne. Ouais. C'est lui la vraie star. En plus, c'est l'aîné, donc c'est lui la vraie star. Moi, quelque part... C'est rare d'entendre ça. Mais c'est parce que moi, je suis content de l'éducation qu'on a eue. Elle n'a pas été basée sur... Aujourd'hui, on est à l'ère de l'image, du bling-bling, du capitalisme, de l'argent, de tous ces trucs-là. Moi, si j'ai un fils et qui me dit qu'il veut être humoriste, mais... Moi, je tombe les bras t'en tombent. Bien sûr, mais moi, mes spectacles, je les écrivais à la bibliothèque. Ouais. J'ai jamais écrit mes spectacles chez moi. Si j'écrivais tout seul, mon père me voyait une table, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu fais des calculs ?» Non, j'écris des blagues. Il me dit « Mais casse-toi de chez moi, t'es complètement malade, toi. » Ceci étant, le fait qu'aujourd'hui, le modèle de réussite soit incarné par des sportifs, entre autres le foot, des humoristes, toi et tant d'autres, des rappeurs... Moi, je t'avoue que j'ai beaucoup de mal avec toutes ces choses-là. Je peux pas avoir comme modèle un humoriste, un rappeur, un footballeur. C'est réducteur, mais au possible. Si c'est vraiment ça, les quartiers, mais allez vivre en campagne. Donc si un de mes fils me dit « Papa, je veux être joueur de foot professionnel, en vivre, être riche, etc. », je te l'envoie. Ah ouais, tu me l'envoies bien. Je te l'envoie même à mon père. Je l'envoie à la famille Njijol. Il n'y a aucun problème, on va lui donner un bon médicament et il va vite arrêter ces conneries. Mais ceci dit, s'il y a des mecs qui veulent faire... Moi, il n'y a aucun souci. Je prends souvent l'exemple de mon frère. Je ne peux pas dire que c'est mon héros, mais c'est vrai que c'est un mec qui a un parcours que je trouve intéressant en tout cas. Qui était très fort au foot, qui était en sélection du Val-de-Marne, qui était super fort au tennis et tout à l'époque. Hein, il a un certain âge. Et en fait, il y a juste un moment donné où les études ont pris le pas. Il avait beaucoup plus de potentiel, on va dire, au point de vue scolaire, donc il a arrêté toutes ses activités sportives. Et en fait, même si tu veux être joueur de foot, il faut avoir pas dire ce luxe, mais cette possibilité de te dire que même si ça échoue, de l'autre côté, tu as assuré. Donc tu ne te retrouves pas en galère. Moi, pour mon vécu personnel, j'ai arrêté mes études 1 an avant d'être exposé avec le Comedy Club. T'as eu beaucoup de chance, donc. Mais bien sûr, mais jamais de la vie, j'aurais arrêté ce que j'étais en train de faire. Moi, j'étais censé être prof. J'étais censé être instit. Et j'allais passer mon concours. Mais à un moment, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. J'ai mis les trucs de côté. Mais tu viens chez moi, mon dossier de l'université, je sais plus laquelle, pour passer mon concours, il est au chaud. Hein. Si ça tombe demain, je sais vers où je me dirigerai. Mais jamais de la vie. Moi, tu ne verras pas mon histoire quand je serai plus vieux. Au top ou ruiné, dans Hollywood Story, tu verras pas, à 10 ans, il se produit partout. À 10 ans, il allait à l'école. Finalement, c'est de toujours avoir une solution, une alternative. Moi, je dirais même pas d'avoir une solution, une alternative, c'est de considérer tout ça comme du divertissement. Parce que c'est pas la vie. Ouais. Être footeux, c'est pas la vie. Être humoriste, c'est pas la vie. Être rappeur, c'est pas la vie. Et se faire traiter de racaille. C'est pas une vie. C'est pas extraordinaire comme fin. Voilà. Merci mec. Merci mon pote. Il a raison, Thomas, être footeux, c'est pas la vie. Se faire traiter de racaille, c'est pas une vie non plus. Et si au-delà d'un rêve brisé des quartiers, cette histoire de foot ne cachait pas un problème beaucoup plus profond, un problème plus grave. En fait, quand tout va mal, la France n'aime plus ses quartiers. Point de salut, sans réussite pour celles et ceux qui viendraient d'ailleurs alors. C'est à un amoureux du foot, un observateur de notre société que j'ai eu envie de poser la question.
Eh, c'est Nicolas Anelka. Ah non, c'est toi. C'est Eric Roy. Nolot. Non, c'est le Excuse-moi, le grand-père. Bon, il y a quelques générations qui nous séparent. Comment tu vas? Ben, ça me va pas mal. Ouais. Ça va pas mal. Tu m'as invité pour parler foot, alors ça va? Écoute, ouais, mais parce qu'on a parlé de foot la dernière fois et je ne peux pas rivaliser avec toi sur le terrain. Je t'ai vu faire ton footing, donc je me suis dit je vais te mettre une raclée. Bah, tu au sais, baby ça foot. fait longtemps, hein. Ça fait longtemps, j'ai un peu... Je me suis dit, voilà, qui pourrait éventuellement conclure et éclairer ma lanterne sur ce qui s'est passé. Donc t'as pensé à moi, quoi. Voilà, j'ai pensé à toi. Je t'ai vu sur différents plateaux de foot t'exprimer par rapport au marasme de l'équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde. Comment t'as perçu cette déferlante de mots, j'aime pas le mot, mais il est très à la mode en ce moment, cette stigmatisation des quartiers, l'association des quartiers avec l'équipe de France? Bon, d'abord, faut revenir un peu sur la défaite et le comportement général. Bon, c'est vrai que ça fait 40 ans que je suis le foot. C'est ma passion. Voilà, c'est peut-être la seule passion fixe de mon existence. C'est vrai que comme beaucoup de gens, j'avais jamais vu ça. Je croyais même pas que c'était possible. Je pensais pas qu'on pouvait faire grève en portant le maillot de l'équipe de France sur les épaules. Ça t'a touché? Ah ouais. À ce point-là? Ça m'a scandalisé, ouais. D'abord, le spectacle hors du terrain, puis le spectacle sur le terrain, puisqu'il jouait très très mal. Alors après, il y a eu, tu te dis, bon là j'ai touché le fond de la consternation. Non, il y a eu la déferlante dont tu as parlé. Médiatique. Voilà, on croit que c'est une affaire réglée, ces histoires d'origine, d'ethnie, de race. Ben non, ça passe pas. Et puis malheureusement, il y a une règle qui se vérifie, c'est que chaque fois qu'il y a une crise, il faut trouver un bouc émissaire, quoi. Donc pendant la Coupe du Monde, ça a été la racaille, donc suivez mon regard. Voilà, tous ceux qui n'étaient pas blancs, quoi, en gros. Alors que, en plus, si on s'en tient aux faits, elle était très black blamber, la rébellion. La rébellion, ouais. Elle était très, voilà, c'était bien réparti. Le fait d'utiliser ces termes-là, racaille, caïd, la loi des quartiers, ça a eu un effet dévastateur, tu penses, sur les habitants de ces quartiers ou pas? Bien sûr, parce que moi, c'est ce que je dis aux gens qui utilisent ce genre d'expression un peu trop souvent à mon goût. Je dis, vous vous rendez pas compte comment c'est reçu par des gens qui sont dans des situations difficiles, précaires, qui sont un peu à vif, et tous les jours, on leur rappelle quelque chose. Vous êtes la racaille, on va vous nettoyer au Karcher. Eux qui y sont, mais alors strictement pour rien, ils se disent, mais putain, quoi qu'il se passe dans le monde, ça va nous revenir, quoi. Le moindre problème, comme il y a une sorte de hiérarchie des boucs émissaires et que les Roms sont apparus dans le hit parade récemment, là ils dévient un peu voilà. Et non, les Arabes, les Noirs, ils se disent, quoi qu'il se passe dans ce pays, que ce soit à l'autre bout du monde en Afrique du Sud ou sur le terrain en banlieue, c'est de notre faute, quoi. Tu as mis l'accent sur le véritable problème. Là, tu as dit les Noirs et les Arabes, donc finalement, c'est pas la classe populaire qui est mise à l'index. De toute façon, c'est parce que tu as quand même quelques lois qui interdisent aux gens de se lâcher complètement, mais enfin, c'est par métonymie. Enfin, tu as un collègue qui se lâche quand même pas mal, lui. Hein. Oui, mais ça reste pas sans conséquence, n'empêche. Il est poursuivi en justice. Tu peux pas dire n'importe quoi en France. Pour répondre à ta question, il est poursuivi en justice. Mais chaque fois qu'on parle des quartiers, soyons clairs, on parle des Noirs et des Arabes. Il faut arrêter de croire qu'on parle de la petite colonie suédoise de Bobigny. Non, je ne crois pas qu'on parle des Suédois de Bobigny quand on parle des gens des quartiers. Mais simplement, quand tout va bien, ça va. Mais quand ça va mal, il faut trouver un responsable. Et le responsable, c'est un peu toujours le même, quoi. Donc finalement, la France n'aimera jamais ces quartiers. La solution, c'est de continuer à y croire, quoi. Ne pas céder à son tour à ce genre de trucs. Alors, ça va mal l'équipe de France, donc c'est les quartiers, la racaille, les cités. Arrêtez de faire du psittacisme, de répéter tout ce qu'on entend, alors que sur le terrain, ça tombe. Il y a des réalités très dures dans les quartiers, dans les cités. C'est pas la seule, et c'est la seule qu'on montre. Voilà, ça va mal. Mais ça risque de durer longtemps, alors. Ça veut dire toutes les générations à venir, les petits bambins que j'ai vus sur le terrain de foot de la Courneuve, qui eux sont des Français nés sur le territoire français, malheureusement ont un avenir il y en a pour un plus moment, que sombre. Il y en a pour un moment. Ils seront assimilés en permanence mais c'est certain. Pour des racailles. Ah oui. Il y en a pour un moment, oui. Mais il peut y avoir des prises de conscience, voilà. Mais ça passe aussi par, l'amélioration de la situation sur le terrain. Simplement, c'est pas ça, quoi. C'est tous les jours. C'est remis, tu remets ton titre en jeu tous les jours. C'est comme au foot. C'est chaque match, chaque jour est un match, quoi. Et puis il y a aussi ce ghetto en termes d'image, la réussite des gens issus des quartiers uniquement à travers le foot. C'est tout le système médiatique alors qu'il faudrait refaire, puisque le jour où on parlera un tout petit peu plus, je sais pas moi, d'un noir qui est devenu médecin, d'un noir qui est devenu footballeur, ça doit être de 1 à 10 000, la couverture médiatique. Oui, alors qu'il y en a plus qui deviennent médecins que qui deviennent footballeurs. Évidemment. Bon, t'en entends parler de ça? Non. Et en conclusion, racaille, caïd, loi des quartiers,
football, un gâchis, une incompréhension? Qu'est-ce que ça peut... Une nouvelle illustration. C'est pas ça qui a révélé l'incompréhension. Ça n'a fait que la confirmer. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y aura une crise, ce sera les mêmes qui prendront. Ce sera le mec qui sera pas pareil, quoi. Mais c'est un truc vieux, j'allais dire, comme le monde, en tout cas vieux comme la France. Éternel recommencement. Éternel recommencement, mais avec des gens qui s'y opposent, c'est ça qui est bien. C'est que tu as la maladie, puis tu as les anticorps. Voilà. Et qui va gagner, c'est ça tout le truc. En tout cas, on est dans une période de tension. Moi, je te Au baby-foot, c'est sûr que c'est toi qui vas gagner. Je te propose, moi j'ai mis, mon maillot bleu. Je te laisse le maillot rouge. C'est parti. En tout cas, je te remercie d'avoir partagé avec moi ton point de vue, le point de vue d'un passionné. Un passionné qui joue très mal au baby. Mais ça, la France ne t'en tiendra pas rigueur. Dans le prochain Tom Tom, nous ferons une petite visite dans l'univers de la nourriture halal. Ce sera dans Tom Tom, sur France 5. Merci Eric. Je te salue. Je te dis au revoir avant de te mettre une raclée. Allez, vas-y. Tu m'as fait transpirer. Pourtant, j'étais à fond. Hein. Il m'a fait transpirer.